Nous sommes en mars 1942. Simone Signoret débute au théâtre. Elle répète « Dieu est innocent » au Théâtre des Mathurins, dirigé par Marcel Hérand et Jean Marchas de la Comédie Française. Elle doit sa présence dans la troupe au film de Marcel Carné, Les Visiteurs du Soir. Marcel Hérand l'a remarqué alors qu'elle n'y faisait que de la figuration. Son rôle de tragédienne consiste à pousser avec Jean-Marc Thibault, Jean Carmé et Yvette Étiévent des onomatopées censées représenter la foule de Thèbes. Nous avons commencé à avoir le fou rire exactement au bout de la 4e représentation. Ça nous prenait comme ça vers 10h moins le quart, de d'abord rire en coulisses, de dire non, ce soir il faut pas rire, et puis à partir du moment où nous mettions un pied sur la scène, de commencer à rire. C'était pas extrêmement grave parce que comme c'était une tragédie, il y avait un éclairage tragique et par conséquent très peu dense. Alors je ne crois pas que le public nous voyait rire. Et comme ça a duré pendant un bon moment jusqu'au jour où le pauvre Marchas s'est aperçu qu'il se passait quelque chose d'insolite sur sa scène, s'est retourné, m'a vu moi et pas les autres et m'a proprement mise à la porte. Les vraies raisons de ce fou rire, je vais vous les dire, c'est que comme nous étions 7 ou 8 à figurer la foule entière de la ville entière de Thèbes, il fallait en coulisses un bruitage qui justifiât le peu de personnes que nous étions sur scène. Alors on imaginait qu'il y avait une foule énorme, n'est-ce pas, répandue dans les coulisses fort étroites du Théâtre des Mathurins, et le régisseur mettait un disque qui s'intitulait « Bruit de foule ». Alors on entrait, nous on faisait « Ah, la reine Jocaste est morte !» et on entendait derrière « Ah !» Et un jour, très rapidement, je crois que ça s'est passé à la seconde ou à la 3e, il y a eu une petite erreur d'aiguillage. Le régisseur a mis le disque de l'autre côté et on a entendu bruit d'avion. Alors, ça s'est très mal passé ce soir-là. Seulement, tous les soirs après, quand nous sommes entrés en scène, on a pensé au bruit d'avion et on a ri. Et c'est comme ça que j'ai été mise à la porte ignominieusement du Théâtre des Mathurins. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là, vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris, et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. J'aime flâner sur les grands boulevards, les soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux jeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre, ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les lueurs, toutes les rumeurs du monde enchanteur des grands boulevards. Maintenant, je vais vous parler du trac, parce que je l'ai un petit peu en ce moment, que ça doit s'entendre, et je crois pas que je le perdrai jamais. Voilà, le trac, c'est une chose épouvantable. Le plus grand souvenir de trac que j'ai eu, et c'est quand même à la Générale des Sorcières de Salem, parce que c'était la première fois que je remettais le pied sur les fameuses planches dont je vous parlais tout à l'heure, mis à part mon petit passage au Théâtre des Mathurins. Ça a été effroyable, épouvantable. J'avais une bougie allumée, je tremblais tellement que la bougie faisait ça, c'était horrible. Et puis il y a l'autre trac, alors il y a celui du cinéma aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il y a le trac des petits rôles. Moi je me rappelle à l'époque où je faisais ce qu'on appelle les silhouettes dans le vocabulaire des comédiens. Je me rappelle l'époque où vraiment, quand l'appareil commençait à tourner, j'entendais parter, j'attendais couper et je faisais absolument n'importe quoi tant que l'appareil tournait. Je ne savais pas du tout ce que je faisais, c'était épouvantable. Je dois dire au passage que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui jouent des petits rôles parce que je crois que c'est beaucoup plus difficile de jouer un petit rôle dans un film que de jouer un grand rôle. Quand un acteur a toute une histoire à raconter, avec un début, un milieu et une fin, il a le temps de s'installer dans son personnage, il a le temps de le vivre complètement, il a le temps de trouver les gestes, les tics, les manies de son personnage. Mais quand vous jouez la petite cousine qui vient au mariage de sa grande cousine
et qui doit, en une journée, être la cousine, c'est-à-dire appartenir à cette famille, à tout ce milieu social, être mêlée au drame, sans avoir très souvent lu le moindre scénario. On donne au petit rôle qui vient jouer les 10 répliques qu'il a à dire, on lui donne le matin pendant qu'il se maquille. Eh bien, réussir à être bien et à être crédible dans ces conditions, je crois que c'est un tour de force. Et j'ai énormément de respect pour les gens qui arrivent à vaincre ce fameux trac de la caméra et à être crédibles dans des personnages épisodiques. Moi, comme je vous le disais au début, c'était épouvantable, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et puis, peu à peu, j'ai quand même appris mon métier et j'ai maintenant le bon trac, c'est-à-dire un mélange de cette espèce d'émotion physique étrange qui, alliée à la maîtrise de soi, vous met dans ce que les comédiens appellent l'état. C'est quelque chose qui se passe malgré vous et qui vous permet d'atteindre le maximum des possibilités du personnage que vous incarnez. Enfin, dans le fond, je m'aperçois que j'ai voulu expliquer et que c'est inexplicable. Et puis il y a le troisième trac, c'est le trac pour les autres. On a peur pour les autres. Quand je suis dans une générale et que ça va commencer, j'ai peur qu'il arrive quelque chose, j'ai peur que les copains aient un trou. Les gens, dans le fond, dans ce métier, s'aiment beaucoup plus qu'on ne le dit. Et puis alors, il y a le trac avec le grand T, le trac conjugal que j'ai quand mon temps travaille. Chaque première à l'Étoile, enfin les 2 heures de première à l'Étoile, pour moi, sont éprouvantes au possible. Et je me rappelle, par exemple, enfin, le jour où mon temps à Moscou a chanté dans un grand stade, qui est une espèce de Veldiv, devant 15 000 personnes, quand je l'ai vu tout seul, comme ça, au milieu de cette scène improvisée, et puis les 15 000 autres en face, ben ça, vous savez, vous me direz, c'était très difficile pour lui, mais pour moi aussi. Simone aimait les anecdotes. Dans La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, elle raconte par exemple que sa grand-mère liait facilement conversation sur les bancs publics. Son plaisir était à son comble lorsqu'elle pouvait placer « Mon mari, qui est un grand artiste, le grand-père de Simone était peintre, mais tout le monde pensait à l'acteur Gabriel Signoret. Elle jouait sur le malentendu, c'est peut-être pour cela que Simone Signoret aimera toujours les histoires d'acteurs. » Je vais vous raconter une petite histoire d'acteur. Ça se passe à Londres. Il y a 2 très vieux comédiens qui se rencontrent sur Shaftesbury Avenue. Et l'un d'eux a à sa main sa valise de maquillage. Et l'autre lui sourit et lui dit « Oh, tu travailles ?» Et le second répond « Non, je déménage. » Elle est pas gaie. Et puis je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée. Nous avons reçu une carte d'une vieille actrice russe qui écrivait ceci. « Je suis très vieille, autrefois je chantais. Je suis venue à Paris il y a très longtemps, en 1910. J'ai toujours espéré que je pourrais revoir Paris une fois avant de mourir. Maintenant je m'aperçois que ça va pas être possible, parce que je suis trop vieille. Alors regardez bien la carte que je vous envoie. » Et cette carte représentait une fine diseuse en costume de paillettes. « Je vous demande, disait-elle, de lancer ma photo dans la Seine, et comme ça je traverserai la France. » Alors, comme la Seine coule à nos fenêtres, on est sorti de chez nous, on l'a fait vraiment, et on a lancé la photo. Et elle est en voyage. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait où il balade sa vie. Ce type-là était un grand musicien, ça j'en étais sûr, moi je le sentais bien. Le taulier m'a dit, quand est venu le chercher, un grand music-hall voulait l'acheter. Mon pote le gitan, il a refusé, un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu
eu l'impression de perdre un ami. Et pourtant ce gars-là ne m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte. Et dans ma petite tête, j'ai du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée. Quand je pense à lui, il m'arrive de chanter. Toi sacré gitan qui sentais le cafard, au fond ta musique était pleine d'espoir. Il y a des projets qui vont et qui viennent, des sujets de films dont on parle et qui ne se font jamais. Casque d'or était de cela. Jean Renoir y avait pensé, Julien Duvivier aussi, et puis la guerre était arrivée. À la Libération, il faut croire que Casque d'or hantait encore les mémoires, suffisamment pour que Jacques Becker, revenu de prisonnier, comme on disait à l'époque, reprenne l'idée avec Simone Signoret dans le rôle principal. Simone a signé le contrat, Jacques Becker l'attend à Paris pour commencer les premières scènes. À ce moment-là, elle vit dans le Midi avec Yves Montand, qui tourne Le Salaire de la peur. Le jour du départ, elle embrasse l'équipe du tournage. Tout le monde est en larmes, comme pour un départ à la guerre. Sur le quai de la gare de Nîmes, elle se retrouve seule, sans Montand qu'elle n'avait pas quitté depuis 2 ans. Le train pour Paris est annoncé. Il s'arrête devant elle, il menace de partir alors qu'elle n'a pas encore posé le pied sur la première marche du wagon. Simone hésite. Tout à coup, elle se redresse et tourne les talons. Elle ne part plus. Casque d'or ne vaut pas Montand. Elle retourne auprès de lui, saluée à son retour par toute l'équipe du film du Salaire de la peur, qui voit dans son geste la plus belle preuve d'amour qu'une actrice puisse donner. Inquiet, Jacques Becker téléphone, il comprend la situation. Simone, son amour, sa tristesse de se séparer de Montand. Il confie à Simone Signoret qu'il hésite entre 2 noms d'actrices pour la remplacer. Il n'hésitera pas longtemps. Simone va choisir pour lui. Elle reprendra le train du lendemain. Elle sera Casque d'or, et Casque d'or sera un échec à la sortie. Puis le film deviendra ce qu'il est devenu aujourd'hui, de dire l'une des plus belles œuvres du cinéma. Une page d'histoire que l'on tourne et retourne sans jamais s'en lasser. J'ai toujours revu avec un sentiment de... pas de vengeance, ce serait un vilain mot. Mais avec un certain ricanement par rapport à la critique. Parce qu'à l'époque où Casque d'or est sorti, Casque d'or a été démoli par la critique, a été un échec commercial total. Alors, chaque fois que je vois qu'on reparle de Casque d'or comme d'un classique, comme d'un des piliers du cinéma de cette époque-là, français, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que je trouve que c'est un juste retour des choses. Oui, alors aujourd'hui, bon, c'était en 1951. Oui, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, et on dit « Jamais Simone Signoret n'a été aussi belle que dans Casque d'or ». Bah, c'est pas très gentil pour les gens qui vont photographier dans les autres films. Après, je crois que j'ai jamais été aussi gâtée, surtout sur le plan du costume, qui était un costume très saillant, parce que c'est une époque très saillante pour les femmes, sur le plan de la photo, qui était absolument éblouissante, et sur le plan du rôle, qui était un admirable et tendre gâteau, comme on dit chez nous. C'est une petite tragédie qui se passe dans le soleil, avec de la campagne et des rues de Paris. C'est pas un film sur la pègre.
C'est un film sur des mauvais garçons un peu sublimés, d'une époque où on les appelait des Apaches. Et c'est pas un film sur la violence non plus. C'est un film sur une certaine brutalité, certainement. C'est un film aussi sur les indicateurs de police. Parce que dans le fond, le ressort de toute la tragédie, c'est le fait que le mauvais garçon est un indique. Et c'est celui que jouait si admirablement Claude Dauphin. Et la jolie fille est prostituée. Alors ça aussi, ça fait partie de l'imagerie. La jolie fille est prostituée, mais l'extrême délicatesse de Becker, c'est montré encore une fois à cette occasion, c'est que on imagine qu'elle est prostituée, mais on ne la voit jamais se prostituer. Alors, tout ça baigne dans un romantisme peut-être un petit peu édulcoré, sauf en ce qui concerne la mort du héros C'est ça. Qui se passe sur la guillotine. La brave femme qui, dans le film Casque d'Or, vous prête sa fenêtre pour regarder l'exécution capitale dans la cour de la prison. Oui. C'est la voix du peuple. Appeler ça la voix du peuple, c'est un peu dur, hein, je trouve. C'est simplement la voix de quelqu'un qui a la chance, à son goût, d'avoir des fenêtres très bien orientées du côté de la cour de la prison et qui, depuis des années loue ses fenêtres pour un spectacle qui se redonne comme ça de temps en temps. Mais on est bien d'accord qu'autrefois, c'était un spectacle offert aux foules, non ? Oui. Mais c'est une insensible, c'est une brute, qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'elle est habituée d'abord, et puis que comme ça lui fait un petit supplément à sa vie normale, quand ça arrive, elle prend ça pas plus... Ça l'intéresse pas du tout, quoi. D'ailleurs, elle dit c'est la meilleure fenêtre du boulevard. Je vais pas citer tout le dialogue de Casque, mais encore que je pourrais, parce que Casque est un film presque muet. Il y a si peu de répliques dans Casque d'Or, car tout se passe beaucoup plus entre des regards et des silences, que je me rappelle très très bien la réplique de cette femme qui s'appelait Pomme, d'ailleurs, qui n'était pas actrice de métier et qui avait un restaurant à Montmartre, qui était une copine de Becker. Et qui disait précisément, c'est la meilleure fenêtre du boulevard. Oh, je peux pas vous laisser ma lampe. Et puis quand ça sera fini, vous aurez qu'à fermer la porte. Je la connais depuis la guerre, depuis l'occupation. Alors elle a fait sa carrière de son côté, avec Yves Allégret d'une part, et puis avec d'autres. Et enfin nous nous sommes rencontrés professionnellement avec Casque. Il se trouvait que le producteur de l'époque ne voulait pas de moi dans Casque d'Or. Et Simone et Jacques Becker ont fait l'impossible pour que ce soit moi qui le fasse. Et ils ont fini par, à eux deux, ils ont fini par gagner la partie. Et c'est ainsi que j'ai pu faire Casque d'Or, qui, comme vous le savez probablement, est le troisième chef-d'œuvre du cinéma français le plus parlant. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux, Simone, sur le plan de la disponibilité personnelle, c'est-à-dire venir au secours lorsque quelqu'un se trouve dans l'embarras, mais aussi elle était extrêmement disponible pour Jacques Becker, par exemple, lorsqu'il lui donnait une indication. Elle était ouverte à toutes les critiques et à toutes les indications possibles. C'était le contraire d'une star. De quelle scène vous vous souvenez, Serge Reggiani, à propos de Casque d'Or ? On se souvient parfaitement, quand on a vu Casque d'Or, la valse de la fin et la valse du début. Hein. C'est très important dans le film. Et Simone, qui était tombée amoureuse de Montand, et Montand tournait Le salaire de la peur avec Clouzot, et au lieu d'apprendre à valser, car elle ne savait pas valser, moi oui, au lieu d'apprendre à valser, elle allait voir Montand sur le plateau en extérieur, sur le plateau de Clouzot. Ce qui fait que lorsque nous avons tourné dès les premiers jours cette valse, elle ne savait pas du tout valser. Ce qui justifie la manière dont je valse avec elle, c'est-à-dire qu'elle a une robe longue, on ne voit pas ses pieds, j'ai un bras raide le long du corps,
et je la tiens par la taille. Je la soulève et je tourne en valsant, tandis qu'elle ne valse pas du tout. Ouais, et elle vous racontait l'amour qu'elle était en train de vivre avec Bontemps. C'était quelque chose d'important qui naissait chez elle. Oh, très très important. C'était important pour l'un comme pour l'autre. Hein. Serge Reggiani, qu'est-ce qui restera de Simone Signoret pour vous, Oh, d'après vous? un grand vide. Surtout un grand vide, ça manque. Hein. Ça manque vraiment, parce qu'il n'y en a pas des comme ça, il n'y en a pas du tout. « 1958, depuis 9 mois, le téléphone de Simone Signoret ne sonne plus. On dirait aujourd'hui qu'elle est au chômage. À cette époque, on parlait plus pudiquement de creux de la vague. Mais en ce mois d'avril, c'est encore sur un quai de gare que tout va commencer. Sa fille, Catherine, et Yves Montand l'accompagnent à la gare du Nord pour prendre le train qui va l'emmener en Angleterre. Du moins, c'est ce qu'elle croit ce matin-là. En réalité, ce train qui va traverser la Manche pour lui permettre de tourner le rôle d'Alice dans les chemins de la Haute-Ville, il va aussi lui faire traverser l'Atlantique. Puis les États-Unis, jusqu'à Hollywood, où là, elle aura la surprise de s'entendre nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice de l'année, en compétition avec Katharine Hepburn, Doris Day, Elizabeth Taylor et Audrey Hepburn. Le 5 avril 1960, devant 3000 personnes, c'est Rock Hudson qui sera chargé d'ouvrir l'enveloppe qui contient la décision du jury, le nom de celle qui recevra la plus haute récompense du cinéma mondial, l'Oscar. And Elizabeth Taylor for Suddenly Last Summer. Simone Signoret, room at the top! Vous venez d'entendre l'ovation que vient de faire Hollywood à Simone Signoret, qui vient de remporter le plus grand titre de noblesse qu'Hollywood peut décerner à une actrice. Elle vient de devenir la meilleure actrice de l'année. Je suis en train de la regarder, elle pleure en ce moment, tandis que Rock Hudson lui donne la statuette. Vous aurez des larmes qui coulent sur ses yeux. La domination de Simone Signoret ne nous a pas étonnés, elle était attendue. Jamais une actrice anglaise n'a obtenu à Hollywood, dans un film anglais, le titre de meilleure actrice. Il a fallu que Simone Signoret, actrice française, l'obtienne. On se piétine, on se bouscule, on s'étripe, on s'écrase pour s'approcher de Simone. C'est extraordinaire, j'ai passé la journée la plus extraordinaire et la plus épouvantable de ma vie parce que c'est une tension nerveuse. Moi, je vous envoie tous bien fort et je suis très contente et on est très fiers parce qu'en plus de ça, c'est vraiment, cette année, c'est la grande offensive française dans les Oscars américains puisque le Poisson Rouge, c'est Crolla qui va être content puisqu'il a fait la musique. Le Poisson Rouge et Orphée Noir et moi, bien sûr c'est Chant, bien sûr, mais je pensais à Crolla parce que c'est un ami, c'est Chant aussi, enfin. Et puis moi, ça fait 3 Français dans la compétition, c'est très... Je suis jamais sortie aussi forte de ça. Comment se portent les Oscars, Simone? À la boutonnière? Ça se porte sur les pianos, dans les maisons de campagne. Vous avez un piano? C'est Yves Canard. On a un piano qui est à nous. On a beaucoup parlé du rôle de Madame Rosa, l'ancienne prostituée de La vie devant soi, le film de Moshe Mizrahi. On a dit souvent que Simone Signoret avait hésité à endosser le personnage. Elle avait peur de paraître trop vieille, trop près d'une déchéance physique qui aurait pu déplaire au public. C'est vrai que Simone Signoret ne voulait pas faire le film. Mais pour aucune de ces raisons. La vérité est très différente. Écoutez. Moi, je voulais pas le faire, ce film, de toute façon. Allons bon. Et pourquoi non, je donc voulais pas le faire. Pourquoi vous ne vouliez pas le faire? Oh, c'est une longue histoire. Enfin, je vais essayer de la faire un peu courte. Moi, j'ai traduit il y a 12 ans, 13 ans, je sais pas exactement, une nouvelle, très grosse nouvelle, un genre de petit roman, quoi, qui s'appelait Fever. Il y a à peu près 12 ou 13 personnes qui l'ont lu. Et je suis persuadé que parmi ces 13 ou 12 ou 14 personnes, il y avait Ajar. Parce qu'un jour,
un livre est sorti en librairie qui s'appelait La vie d'un soir. Et qui a eu le Goncourt. Il m'est apparu que, à moins que le hasard et la chance et le destin fassent les choses d'une façon tout à fait imprévisible, le monsieur qui avait écrit La vie devant soi avait dû lire quand même Fever. Le premier qui m'a proposé de faire La vie devant soi, c'est Costa Gavras, qui l'avait lu avant que ça sorte en librairie, et je l'ai pratiquement insulté en lui disant comment tu oses me donner ça à lire, ça ressemble tellement à Fever. À la nouvelle en question. Bon, alors j'ai refusé à Costa, j'ai refusé à Claude Berry qui voulait le faire aussi, puis à 2-3 personnes, et puis un jour mon agent Georges Baume m'a dit il y a un type qui s'appelle Moshe Misrahi qui veut faire La vie devant soi. J'ai dit qu'il la fasse, mais sans moi. Puis tout d'un coup je me suis rappelé que Moshe Misrahi c'était un monsieur qui avait fait un film que très peu de gens avaient vu en France et qui s'appelait Rosa, je t'aime. C'est drôle, c'était Rosa aussi. Et j'ai dit mais moi je veux pas faire La vie devant soi, mais je voudrais bien rencontrer Misrahi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Très prétentieuse et très vaniteuse, j'ai cru que j'en ferais qu'une bouchée et que j'allais lui expliquer que fallait pas faire La vie devant soi, mais et qu'il aille voir ce qui se passe ailleurs. Fallait faire autre chose, mais qu'on le fasse ensemble. Puis comme il est entêté, silencieux, discret, mais très entêté, je l'ai pas croqué du tout en une bouchée, et c'est lui qui m'a croqué parce que c'est lui qui m'a poussé. Et voilà, et ça a donné. Alors ça a fait une association. Qui est devenue de l'amitié, beaucoup, enfin ce qu'on appelle l'amitié quand on donne tout son vrai sens au mot amitié. La vie devant soi a été un très grand succès. Le film, salué par la critique et par le public, a donné à Simone Signoret une dimension d'actrice encore plus extraordinaire. Mais dans sa vie, Simone n'a pas eu que des succès. Les échecs aussi ont compté dans sa carrière. Voici comme elle en parlait avec Christian Barbier. Je les aime tendrement, comme dans certaines familles, on aime le petit enfant qui est un petit peu pas comme les autres, ou qui a été mal reçu, ou est arrivé au mauvais moment. Non, j'ai une énorme tendresse pour des bides. Le premier en date étant Casque d'Or, qui était le bide le plus retentissant du cinéma des années 50. Et qui est devenu par la suite le chef-d'œuvre que nous connaissons. Alors, j'ai une énorme tendresse pour un bide retentissant qui est Rue de journée pour la reine de René Alliot. J'ai une grande tendresse pour un bide retentissant qui est Judith Terre-Pauvre de Patrice Chéreau. Puis j'ai une grande tendresse pour les succès. Mais les bides... Vous ne les reniez pas, vous les gardez? Ah non, non, ça absolument pas. J'ai même... je crois que c'est peut-être ce que vous préférez. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Entre l'appartement de la place Dauphine, la maison d'Auteuil et la Colombe d'Or de Saint-Paul-de-Vence, Simone a raconté ses nostalgies. Maurice Pons était là pour les recueillir. Plus de 600 pages dactylographiées, des souvenirs, des amours, des rencontres, des joies, des injustices. Tout ce qui a fait sa vie. Depuis qu'elle est petite fille, depuis qu'elle est actrice, depuis qu'elle connaît Montand. Aujourd'hui, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, est entrée dans la littérature française. Les écoliers en étudient certains passages dans leur manuel scolaire. Je crois que j'ai essayé de me mettre le cœur à nu en ce qui concerne beaucoup de choses, et pas uniquement les hommes ou
Il y a une chose que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il y a un passage, moi, du bouquin que je me suis beaucoup bien plu à écrire. C'est pas français, mais ça fait rien, mais je le redis comme ça, que je me suis beaucoup bien plu à écrire. C'est à bien me rappeler ce que c'était que mon intrusion dans le monde des coulisses du music-hall. Je suis très contente d'avoir pu bien me rappeler, bien raconter, enfin, j'espère bien raconter, ce que c'était que d'être la compagne, et pas encore la femme légitime, d'un homme qui faisait du music-hall à l'époque où ça s'appelait du music-hall. Voilà. Et les soirées à l'Étoile, quand c'était encore un théâtre qui n'était pas devenu un garage. Moi, j'ai appris là plein de choses que je ne savais pas avant d'avoir rencontré Montand. Et je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Mais votre talent d'écrivain, qui est manifeste et même éclatant dans la nostalgie, on vous l'a contesté. On a dit, ce n'est pas Simone Signoret qui a écrit son livre, c'est un livre de nègre, comme on dit, il y a eu un procès, et vous avez gagné ce procès. Mais vous venez de faire mieux encore, Simone Signoret. Dans votre nouveau livre, Le lendemain, elle était souriante, vous dites comment vous avez gagné un autre combat, un autre engagement, c'est celui de l'acte d'écrire. Vous dites au fond comment vous êtes entré en littérature dans ce livre. Oui. Ce livre, je l'aurais écrit de toute façon. Celui-là, le petit dernier, là. Parce que j'avais envie de raconter cette histoire de comment on passe d'une profession à une autre et ce qui m'est arrivé pendant ces passages qui ont été interrompus, qui ont été repris. Dès le départ, il y a la fiction et la réalité qui sont mélangées. Oui. Oui, parce que je commençais à être Madame Rosa, c'est-à-dire que j'étais Madame Rosa depuis... J'avais déjà 24 heures de la vie de Madame Rosa derrière moi, c'était le 2e jour du tournage. Et à un moment donné, vous êtes Madame Rosa et vous entendez dans une station de radio, vous entendez qu'on vous accuse de ne pas être l'auteur de votre livre, La Nostalgie. Et j'entends ça en la compagnie de mes 2 complices, c'est-à-dire de Maud, ma maquilleuse, et d'Alex, mon coiffeur, qui eux, sursautent encore plus que moi, car ils ont été, eux, les spectateurs quotidiens du temps où je ne pouvais plus écrire, ou du temps où je me suis remise à écrire, et ils n'ont pas mieux supporté que moi, ils ont presque moins bien supporté que moi cette accusation, parce qu'ils avaient été les témoins de la chose. Maintenant, bon, j'étais un petit peu obligé d'en parler dans le bouquin, parce qu'il fallait bien que je m'explique sur certaines choses, mais je trouve qu'on devrait arrêter d'en parler maintenant. Oui, mais au fond... ce procès. Oui, mais au fond, c'est quand même il y a eu un procès, justement, et ça a été le déclic qui vous a quand même fait écrire ce qu'on livre. C'est quand l'avocat, disons, de la partie adverse, comme on dit... Oui, c'est l'avocat des Dernelier, oui. Oui, et vous a dit, non, madame, vous ne connaissez pas les joies, les angoisses, les fièvres et les chagrins. Devant la page blanche, vous ne connaissez pas la solitude de l'écrivain devant sa table. Et ça vous a fait bondir. Et c'est ce moment-là, alors, que vous avez décidé d'écrire un nouveau livre, c'est-à-dire celui-là. Je répète que je l'aurais écrit de toute façon, mais c'est ça qui m'a donné le coup d'éperon qui m'a fait le commencer. Ça, c'est vrai. Simone Signoret, dans votre livre, donc Le lendemain, elle était souriante, vous racontez justement, alors en contrepoint, votre difficulté à écrire et en même temps les rôles que vous jouez pendant ces temps-là, c'est-à-dire il y a eu Python 357 avec votre mari Yves Montand, qui d'ailleurs vous encourageait aussi de temps en temps. Oui, et... beaucoup, parce que lui il m'a même des fois envoyé carrément écrire parce que il trouvait qu'il fallait pas que tout ça se perde. Parce que à partir du moment où je mets les pieds dans une salle de maquillage et où je me prépare à aller être un personnage, je ne peux absolument plus me servir de ma machine ni de mon porte-plume. Oui, vous doutez même à un moment donné de votre vocation de comédienne. Ah oui, j'ai absolument cru. Quand il a fallu que je m'arrête... Tout d'un coup, vous basculez dans l'autre monde. Jouer, j'ai cru d'abord que je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire et que j'étais furieuse d'avoir un contrat, d'être obligée d'aller jouer. Bon, alors j'ai dit c'est terrible, je ne veux plus jouer, je vais écrire maintenant. Bon, et puis j'ai été jouer, et puis je me suis aperçu que j'avais plus la moindre envie d'écrire, mais plus du tout. Et ça m'a duré assez longtemps.
Et puis, je m'y suis remise. Et exactement la même opération s'est reproduite chaque fois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est agréable de jouer, d'être là avec les copains et de ne pas être seule, justement. Et puis, je me suis forcée chaque fois à me réenfermer toute seule. Moi, on m'a connue à travers mon travail d'actrice. Puis un jour, j'ai raconté ma vie. Et maintenant, j'invente une histoire. Et alors, je me dis, moi qui avais toujours prétendu que j'avais pas d'imagination, que je pourrais pas inventer des histoires, je me trouve dans... J'ai eu peur qu'on me prenne pas au sérieux. Quand Simone Signoret nous a quittés, une grande émotion s'est emparée du public et des gens du spectacle. Europe 1 a recueilli quelques témoignages parmi ses amis. C'est vrai, moi je n'avais jamais rencontré Simone. Quand j'ai reçu un petit mot d'elle, Régis Debray, un petit mot d'affection et déjà maternel, c'était à Caméry en, je crois, 67. Elle ne me connaissait pas, elle m'a envoyé une petite fleur séchée que je lui ai ramenée 4 ans plus tard et elle m'a gardée chez elle. Je lui dois d'avoir été libre dès 70, 71. Et on a perdu avec Simone, bon, pas seulement une grande actrice, mais je dirais une sorte de référence morale, une sorte de conscience morale, une sorte de... Je dirais pas de vigilance, mais en tout cas, quelqu'un qu'on pouvait toujours appeler pour savoir ce qui se passe, ce qu'on peut en penser. Je dis pas ce qu'il faut en penser parce qu'elle n'était pas dogmatique, mais elle était intransigeante. Pas sectaire, mais très droite. Et avec une attention aux choses, à tout, aux gens, aux petits faits. Je pense que dans ce milieu, c'est extrêmement rare. Finalement, je crois que Simone, qui était très grande actrice, fréquentant les acteurs et les vedettes, était la femme la moins snob que j'ai connue. La plus méticuleuse, la plus scrupuleuse, avec une mémoire fabuleuse. Moi, j'ai peur d'ailleurs d'avoir perdu une partie de ma mémoire avec elle, parce qu'elle avait aussi la mémoire des autres. Elle racontait aux autres ce qu'ils avaient oublié eux-mêmes. Souvent, c'était vraiment une sorte de livre qu'on venait consulter. C'était une femme vraiment immensément généreuse. Immensément généreuse et pas bébête, hein, je veux dire, pas la générosité et lutte contre la faim, ça nous sommes tous d'accord pour ça, mais elle allait plus au fond des choses. Au fond des choses, c'est-à-dire dans les petites choses. Ce qui me restera, évidemment, c'est sa vie. Marcel Bluval. Sa vie et ce qu'elle était. Elle était bonne comme le bon pain, elle était bonne comme le bon argent, elle était bonne comme la romaine aussi. Ouais. Elle était formidable, elle était extraordinaire, et ça, c'est inoubliable. Mais on va la faire entendre tout de suite. Elle parle justement du rôle qu'elle avait tourné avec vous, Thérèse Imbert, des difficultés qu'elle avait eues à mémoriser un texte. Alors vous écoutez, vous interviendrez tout à l'heure. Je sais que ce texte est beau et facile à apprendre parce que c'est du vrai dialogue. Mais dès qu'il s'est agi de questions de tractation, j'ai appris ça comme on apprend l'indicateur des chemins de fer parce que je n'y comprends rien. Mais enfin, vous ne donnez pas cette impression. Les différences entre un avoué, des différences entre des titres, des actions, des quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des mots comme ça qui me sont même sortis de la mémoire maintenant. C'est les seuls moments où j'ai eu du mal à prendre mon texte. Alors, Christine Murillo, vous savez, c'est extraordinaire parce que elle joue cette sœur passive et silencieuse et apparemment indifférente. Et c'est très étrange parce que je m'aperçois que les acteurs, plus ils jouent formidablement ce genre de rôle, c'est-à-dire plus ils sont honnêtes par rapport aux personnages qu'on leur confie, plus finalement on les oublie. La scène extraordinaire où elle éclate, où elle a son moment de révolte, moi qui l'ai vécu avec elle, c'est-à-dire qui était là et qui depuis le matin me disait mais comment elle va arriver à monter ça à ce maximum. Vous savez, il y a des actrices, il faut qu'elles se mettent dans un coin, qu'elles se prennent la tête dans les mains, qu'on leur fasse le silence. Pas du tout. Je lui ai dit ça va, comment tu vas le faire ça? Elle m'a dit on peut bien voir.
Et c'est parti. Et immédiatement, avec une sincérité totale, j'ai eu du mal à tenir dans mes bras ce paquet de chagrin, de colère, de larmes absolument formidables. Et quand la baffe tombe, parce que je la gifle, j'avais le cœur serré après. Parce qu'après, bon, on a dit couper, je t'ai pas fait mal. Alors moi, je peux vous dire, parce que moi j'en vante ce truc-là, je sais de quoi je parle quand je dis que je vois une fille qui sans préparation, sans chichi, sans rien du tout, tout d'un coup vous balance ça comme ça. Merde, elle est formidable. Est-ce qu'elle vous avait parlé de sa maladie, Marcel Bluval? Bien sûr. Et comme ça, en rigolant, elle m'avait dit, si jamais il m'arrivait des trucs, c'est qu'à Dieu me plaise, parce que j'ai pas envie de connaître l'avenir. Je voudrais que tu dises une chose, alors je vais la dire. Elle m'a dit, pendant que j'ai tourné, j'ai été Yvonne Pierre, c'était le nom de son rôle. C'était un personnage vivant, vivace, gai. Pendant toute cette durée-là, j'ai pas été malade. J'ai été vivante, gai. Et je voudrais pas qu'il y ait de pathétique si jamais il arrivait quelque chose. Alors je le dis. J'ai eu la chance de la rencontrer, de la connaître il y a très très longtemps. Alain Delon. J'ai débuté ma carrière à ses côtés il y a de cela 25 ans, lorsque j'étais reçu à Auteuil avec elle et Yves, du temps de Jacques Becker. Elle m'avait pris en affection et de l'amitié, elle me l'a témoigné toute sa vie. Nous avons fait 2 films ensemble qui pour moi sont des souvenirs impérissables. Un était Les Granges brûlées, et l'autre La Veuve Coudert. On travaillait avec Simone formidablement bien parce que c'était une très très grande professionnelle et il y avait un respect mutuel, si vous voulez, de comédiens qui s'affrontent et qui s'opposent. Et on ne jouait pas avec Simone, je veux dire, on vivait, c'est ça qui était exceptionnel. Et je veux dire, ça, il en ressortait une très grande facilité parce que c'était formidable de vivre avec elle et de vivre à ses côtés et de vivre avec elle devant une caméra. Est-ce que vous, qui êtes l'un des plus grands acteurs français et reconnu comme tel au niveau du public, est-ce qu'elle vous a apporté quelque chose sur le plan professionnel et est-ce qu'elle continuait de vous apporter quelque chose? Évidemment qu'elle m'a énormément apporté, je veux dire, elle m'a apporté par son expérience, elle m'a apporté par tout ce qu'elle avait, je veux dire, emmagasiné depuis des années de carrière avant moi. Elle m'a énormément donné, c'était quelqu'un de terriblement généreux, nous étions, disons, de la même race, c'est elle qui me le disait, ça n'est pas moi. Et elle m'a énormément donné, elle m'a énormément apporté, énormément porté. Nous avions des opinions politiques tout à fait divergentes et ça Simone le savait et jamais, je veux dire jamais entre nous il y a eu la moindre conversation. Elle s'interdisait totalement de parler de ses idéologies ou de ses idées par rapport aux miennes et ça c'était une espèce d'accord tacite et d'accord commun. Et de temps en temps, ça c'est pour la petite anecdote, je me souviens que lorsque j'avais certaines prises de position ou certaines déclarations qu'il m'était arrivé de faire dans les médias, Simone m'appelait le matin et me disait « Ah, j'ai vu ton truc hier, t'as encore fait une connerie, hein, tu peux pas t'empêcher de la fermer, tu peux pas t'empêcher de l'ouvrir. » Et ça nous faisait rire, je lui disais chacun ses conneries, chacun sa façon de voir les choses, Tati, puisque je l'appelais Tati et qu'elle m'appelait le môme, comme Gabin. Et la femme écrivain, est-ce que vous avez suivi un peu sa carrière d'écrivain? Est-ce que vous avez lu par exemple Adieu Volodia? Oui, j'ai surtout lu le premier, je veux dire qu'elle m'avait fait l'honneur de parcourir les feuillets et où elle m'avait d'ailleurs... Dans un chapitre, elle parlait de moi où elle me traitait de fou. Elle disait que j'étais un fou, mais un fou follement sympathique ou quelque chose comme ça. Et elle était très, très, très inquiète et en même temps très, très heureuse de pouvoir enfin écrire un livre. Elle avait attendu pendant de nombreuses années. Elle avait tellement de choses à dire, tellement de choses à mettre sur le papier. Et je veux dire, lorsque son livre a été un succès mondial, un best-seller dans le monde, elle en a été profondément émue et elle m'avait fait cette réflexion assez drôle. Elle me disait, tu vois, maintenant je vais gagner plus de pognon avec mon livre qu'avec le cinéma. Qu'est-ce qui vous reste d'elle comme image, comme souvenir? Je pense qu'elle n'aurait pas voulu qu'on en parle avec tristesse. Simone était quelqu'un de très entier, je crois que, un peu comme Jean Gabin, elle aurait aimé qu'on parle d'elle de son vivant et pas après. L'image qui me reste d'elle, je veux dire, c'est une image absolument resplendissante, pleine de vie et pleine de charme, pleine de sourire. Elle avait ses yeux extraordinaires qui étaient toujours les yeux d'Aidé d'Anvers. Et je lui avais dit d'ailleurs, je lui disais, tu sais, quand je voyais Dédé d'Anvers, c'est drôle, tu me rappelles, tu me faisais penser à Romy, je veux dire, à ses débuts. Elle avait une passion et une très très grande admiration pour Romy. Et c'est vrai que quelque part, la Simone de Dédé d'Anvers ressemblait, enfin Romy Schneider plus tard ressemblait un peu à la Simone de Dédé d'Anvers. De toute façon, c'était 2 êtres dévorés par leur métier, dévorés par la vie, dévorés par l'angoisse, dévorés par l'incertitude. Et 2 êtres absolument exceptionnels, à fleur de peau, d'une sensibilité démesurée,
Et je dois dire qu'avec Romy et Simone, c'est une grande page de ma vie qui fout le camp. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Je fais que ce qui m'amuse, en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai aucun rêve de survivance après ma disparition. Je me fous de laisser des traces ou pas. Il se trouve que le cinéma laisse des traces jusqu'au moment où la pellicule tombe en poussière. Hein. On n'a pas encore trouvé le truc là pour que ça dure éternellement. Mais mon approche de la vie, c'est pas du tout ça. Je sais que je n'aurai pas à rougir de moi et que les gens qui m'aiment n'auront pas à rougir de moi. C'est tout ce que je peux dire. C'est le seul critère que je reconnaisse pour guider mes choix. Je ferai pas des choses qui feront rougir de moi les gens qui m'aiment bien ou ceux qui m'aiment tout court. Je peux décevoir, je peux faire des choses que les gens aiment plus ou moins, je peux faire des erreurs, mais je peux pas faire quelque chose à propos de quoi on pourra me dire comment tu as osé faire une chose pareille. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.